Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un tuto macOS. J'ai sorti mon premier tuto macOS il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, c'était sur certaines astuces. C'était la première fois que je faisais un tuto d'ailleurs, il me semble, sur quelque chose qui n'est pas un logiciel de retouche. Donc j'ai vu que ça avait pas mal plu. Et alors comme je suis quand même un énorme geek, que j'utilise Windows et macOS et aussi Linux pour certaines choses d'ailleurs, forcément depuis le temps que j'utilise ces systèmes, en l'occurrence depuis très longtemps, j'ai fini par prendre le soin d'optimiser en fonction des machines. Donc là par exemple j'enregistre sur un iMac 27 pouces, donc encore une fois je fais pas de guéguerre PC versus Mac, j'utilise les deux, j'ai monté ma tour, mon PC avec mes composants, enfin bref, le meilleur des deux mondes. Donc il y a un avantage pour lequel, pour moi, pour lequel j'utilise l'iMac, c'est son écran et la possibilité d'enregistrer cet écran à pleine résolution à 60 images par seconde. Ce qu'une machine du même prix ne pourrait pas faire sans l'ajout d'une grosse carte graphique. Et donc, bref, peu importe, c'est mon problème, mais en tout cas pour l'enregistrement de l'écran, le moteur de macOS est vraiment excellent. Que l'on utilise ScreenFlow, qu'on utilise d'ailleurs QuickTime qui est gratuit, qui est fourni avec. Ceci étant dit, sur l'iMac 27, vous voyez que les configurations par défaut sont livrées avec un Fusion Drive. Alors, Fusion Drive c'est quoi? C'est juste deux disques durs regroupés en un seul volume logique. Donc en gros, vous avez une partie à mémoire flash très rapide, un SSD si vous préférez, couplé à un disque à plateau pour faire un volume de 2 Tera. Et c'est le système qui dit tout seul où est-ce qu'il va mettre les fichiers et les applications et les dossiers sur le disque le plus rapide, et où est-ce qu'il va mettre celle sur le disque à plateau qui est plus lent. Donc il est censé être intelligent, et tous les trucs auxquels vous accédez souvent, il est censé les mettre évidemment sur le SSD, dans le système, dans lui-même quand même évidemment, pour que ça démarre rapidement et que le système soit réactif. Et puis les trucs auxquels vous accédez pas souvent, vos archives, vos boulots, des gros fichiers de photos sur lesquels vous n'avez pas travaillé depuis 3 mois, il est censé les laisser sur le disque dur à plateau. Alors le truc c'est comment on fait pour savoir? En fait, par défaut, vous pouvez pas. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire confiance au système, et on peut pas lui dire de mettre spécifiquement quelque chose à un endroit, si ce n'est d'augmenter la fréquence d'ouverture des applications. Donc par exemple, si à un moment j'ai un doute, alors déjà si vous avez un doute et que ça vous plaît pas ce système, il faut passer par la case dollar, enfin euro en l'occurrence, puisque même sur l'iMac haut de gamme, qui est quand même à 2600 balles, qui est vraiment pas donné, mais bon, encore une fois, on va pas débattre là-dedans, dans le pourquoi c'est pas donné, mais vous pouvez évidemment passer sur un vrai SSD, et on peut passer par exemple sur un SSD de 512 Go. Déjà, avec le Fusion Drive de 2 Tera, vous avez une partie de SSD qui est de 128 Go, ce qui est quand même un peu mesquin, mais bon, c'est du Apple, on a l'habitude. Là où c'est très mesquin, c'est qu'avant, le Fusion Drive de 1 Tera était, si mes souvenirs sont bons, couplé à un SSD de 64 ou 120 Go, et maintenant le 1 Tera sur les modèles d'en dessous, le Fusion Drive de 1 Tera est couplé à un SSD de, roulement de tambour, 28 Go ou 24, enfin un truc totalement ridicule et totalement indigne d'une machine évidemment à 2000 €. Bon, à 2600 €, il y a au moins 120 Go, c'est vraiment pas dingue, mais bon, c'est au moins ça. Mais si ça vous préoccupe, il vaut mieux avoir un SSD, et puis pour votre stockage vous avez des disques durs externes. C'est un peu comme ça que je me suis organisé. Donc comment savoir si un truc tourne sur le Fusion Drive? On peut pas choisir, mais au moins est-ce qu'on peut vérifier? Donc déjà vous le sentez quand vous démarrez une application. Moi je me suis débrouillé pour ne pas dépasser un taux d'occupation. Je sais que c'est un peu extrême, mais en gros mon disque dur système, vous voyez qu'il a une capacité donc de 2.11 Tera et disponible 2. Ça veut dire que ici j'utilise 114 Go, c'est-à-dire grosso modo tout le SSD. Donc en gros je suis à peu près sûr que tout ce qui tourne sur Macintosh HD, là, tout ce que j'ai en ce moment sur mon système, c'est du SSD. Bon, c'est parce que j'ai un cas particulier, j'ai un disque dur externe formaté en HFS, donc en format Mac, dans lequel j'ai mis aussi des applications, dans lequel j'ai déplacé par exemple mon dossier OneDrive, mon dossier Google Drive. Bref, j'ai fait des liens symboliques. Bon, là je m'écarte un peu de la route des débutants, mais je me suis débrouillé pour que tout tourne sur du SSD. Et que je n'ai même pas à prendre le risque que macOS aille mettre des trucs sur le vieux disque à plateau. Et comme ça au moins j'ai pas eu à payer non plus pour avoir l'option SSD sur mon iMac. Sachant que mon disque dur externe, je l'avais déjà. Un disque dur à mémoire flash SSD bien entendu. Je l'avais déjà, donc du coup j'avais pas lieu de repayer pour avoir une option. Donc pour vérifier, on va d'abord voir déjà quels sont les disques installés. Donc si on fait disque utile -list, alors c'est pas -list en fait, je crois qu'il faut faire juste disque utile list, voilà. Donc dans le terminal évidemment, vous avez la liste de tous les disques durs qui sont branchés sur votre système. Donc moi en l'occurrence j'en ai pas mal, puisque j'ai
des disques durs externes qui sont partitionnés en plusieurs, j'ai mon disque de stockage qui fait 16 Tera, j'ai une carte SD, bon, il y a pas mal de trucs qui traînent, donc vous, a priori, si vous avez rien, enfin qu'un seul disque, celui de votre iMac ou de votre MacBook Pro ou je ne sais quoi, en tout cas de votre machine et rien d'autre de branché, a priori, il n'y aura que Macintosh HD, mais si on exclut les disques que j'ai rajoutés moi, on se rend compte qu'on a ici, on voit Apple Core Storage et Apple Core Storage, on le voit deux fois. Et ces deux trucs-là, en fait, sont regroupés sur un disque ensuite qui est logique et qui s'appelle Macintosh HD et qui fait bien 2.1 Tera. Et c'est composé de ici un disque de 120 Go et ici un disque de 2 Tera. Donc en gros, disque 0 et disque 1 sont en fait les deux disques, disque 0 étant le SSD et disque 1 étant le HDD, donc le disque classique. Et ils sont ensuite regroupés sous un volume logique, vous voyez, ça s'appelle Logical Volume ici, qui s'appelle disque 2. Ensuite, tous ces trucs-là, plus bas, c'est les machins que j'ai rajoutés moi, donc vous en préoccupez pas. Donc on voit bien que c'est un Fusion Drive, qu'il y a un machin de 2 Tera couplé à un machin de 120 Go. Et donc maintenant, comment on va faire pour savoir qui tourne où? Alors en fait, on a un truc assez simple, toujours dans le terminal, donc je vais cacher ça. On a une ligne de commande qui s'appelle iostat, donc input-output, entrée-sortie, -D, ensuite on tape le disque, les deux disques que l'on veut voir, on peut en mettre plusieurs, suivi de 1. Donc moi on a vu que c'était disque 0, c'était le SSD, disque 1 c'était le HDD, donc on va pouvoir monitorer, avec des colonnes ici, ce que fait nos disques durs, ce que font nos disques durs. Donc je rentre la commande, et voilà, on voit qu'on a disque 0, disque 1, et ici on a 0, 0, parce que pour l'instant il se passe rien. Alors il se passe des petits trucs parce que le système est en train de tourner, mais globalement il se passe pas grand chose. Maintenant regardez, on va démarrer une application, en l'occurrence Photoshop, et regardez bien la colonne de gauche, bam, hop là, on arrive maintenant, alors il l'a caché, mais vous allez la voir ensuite dans l'historique. Voilà, vous voyez ici que c'est bien la colonne de gauche qui a eu les plus gros débits, et quelques tout petits trucs de la colonne de droite, mais en gros, on peut le recommencer, on va le faire encore une fois. Je vais fermer Photoshop, on va le relancer, on peut lancer Acrobat ou Bridge, des trucs assez lourds. Allez, par exemple Bridge, hop, on va attendre que les colonnes reviennent à 0, voilà, là il fait plus rien. Tac, Bridge démarre, et vous voyez que Bridge est bien celui qui accueille l'application. Enfin, le SSD accueille bien l'application Bridge, on va le faire encore une fois, on va prendre par exemple, on va ouvrir InDesign. Voilà, pareil, on voit un taux de lecture d'environ 500 mégas, 600 mégas secondes. Pour vous en convaincre, on va faire même encore un truc encore plus violent. Je vais prendre Blackmagic Speed Test, le truc qui fait des speed tests, et vous allez voir le débit. Donc évidemment 700 mégas d'écriture et ensuite 1,5 Go en lecture. Et là on voit les colonnes qui ont des chiffres hallucinants. Donc le test se déroule bien sur le SSD. On voit que sur le HDD il se passe quasiment rien. Vous voyez le 2700, 2500, enfin 1500, 2000, voilà, ça correspond bien à ce qu'on a ici. Donc c'est bien cette colonne qui s'agite, c'est bien là-dessus que les choses sont en train de se passer. Alors ça, si vous êtes en train de me dire c'est cool, mais comment je fais pour savoir si un fichier est en train d'être lu? Parce que là je démarre des applications, mais quand je veux faire un fichier, comment ça se passe? Donc on va regarder en fait dans le profil utilisateur, dans Images, j'ai un fichier par exemple, un PSB, donc un gros Photoshop, qui s'il a été accédé souvent, si vous y accédez souvent, si vous travaillez souvent sur ce gros fichier, il l'a probablement mis sur la SSD, et moi en l'occurrence je suis sûr qu'il est mis sur la SSD puisque je consomme pas plus d'espace que les 120 Go alloués au SSD, donc a priori là tout tourne sur mon SSD. Mais juste pour le vérifier, on va tout simplement ouvrir, et vous allez voir que c'est pas évident parce que du coup là vous allez avoir, quand vous ouvrez Photoshop, les débits de ce qui va être le fichier et le débit du logiciel. Donc là c'est pas évident de savoir exactement qui fait quoi. Alors on peut par déduction voir qu'il se passe rien sur le HDD, le disque à plateau, le disque mécanique, donc a priori tout est sur le SSD. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un moyen de tester un fichier directement dans le terminal? Donc la réponse est oui. Donc on avait cette méthode, mais vous avez vu que c'est quand même pas facile à lire. En tout cas on va dire qu'on est sûr de rien. Donc il y a une commande qui s'appelle dd. Attention, qui est une commande qui peut être très dangereuse puisque c'est vraiment pour accéder au disque dur, écrire des secteurs dans les partitions, vous pouvez faire péter des partitions, enfin c'est vraiment assez dangereux. Mais si vous tapez dd if et qu'ensuite vous mettez égal et que vous mettez un fichier, vous allez pouvoir ensuite mettre off, c'est-à-dire en gros lui dire en entrée je prends un fichier et je l'envoie quelque part en sortie, et en sortie on va l'envoyer dans /dev nul, qui est en réalité un périphérique virtuel qui est le vide. C'est-à-dire en gros vous lisez un fichier pour l'envoyer dans le vide. Donc ça ne l'efface pas, hein. Je suis pas en train de le déplacer dans le vide, ça le lit et ça le fait sortir à un endroit où ça part dans un trou noir si vous préférez. Donc ça permet quoi? Ça permet de faire une lecture sur le fichier comme si on l'ouvrait
mais en fait il ne va nulle part. Et donc du coup on ne parasite pas le système avec l'ouverture de Photoshop qui pourrait du coup agiter ici le compteur et nous faire lire quelque chose qui est faux. Donc on va appuyer sur Entrée. Donc là vous allez voir qu'il se passe rien parce qu'il est en train de le lire, et quand il aura fini, eh bien en fait il va nous envoyer l'information. Et donc ici on a vu que voilà, on a eu une lecture à 580 mégas, et donc bah, c'est le fichier qui fait à peu près 1,5 giga, voilà, il a mis un peu plus de, pas tout à fait 5 secondes. Donc ça correspond, voilà, on voit ici même en lecture, il a fait même plus que ça, on voit les données qui ont été arrivées, qui ont été captées par Iostat. Donc clairement, mon fichier PSB ici, il est sur le SSD, on voit que le HDD, lui pour l'instant, il fait rien. Il y a juste quelques trucs de temps en temps, un machin de maintenance, un système, un truc du système qui doit tourner, mais en gros, il se passe rien. On peut recommencer si vous voulez. Et vous allez voir que tout de suite, c'est cette colonne, celle du SSD, qui va finir par faire apparaître, voilà, des informations. Ça va monter 450 000 quand on a eu le pic de lecture, et après c'est redescendu. Et c'est donc sur le SSD que ce fichier a été stocké. Donc voilà un moyen pour au moins savoir si vous avez des trucs qui tournent sur le SSD ou sur le HDD. Si vous blindez complètement votre Fusion Drive avec beaucoup d'opérations, ça peut être difficile pour le système de s'y retrouver et de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Alors c'est particulier puisque j'avais déjà un disque dur, un SSD externe que j'ai branché en USB type C. Donc le USB type C sur l'iMac, c'est deux ports Thunderbolt d'ailleurs, ils sont compatibles Thunderbolt, c'est pas que de l'USB 3 type C, mais en fait il faut savoir que celui qui est le plus proche de la prise réseau, donc du câble RJ45, voilà, on va faire un rapport système. Quand je vais dans USB, on va voir en fait l'intégralité des périphériques, et on voit que il y a des bus 3.0 USB 3, mais il y a surtout un 3.1. Et en réalité, voilà, le port USB type C qui est compatible Thunderbolt 3, mais là je suis connecté en USB type C, enfin en USB 3, parce que mon disque dur n'est pas un disque Thunderbolt, c'est juste un disque USB 3, mais je l'ai branché donc sur le port de l'iMac qui est compatible USB 3.1, et donc je gagne un petit peu de débit parce que c'est une interface un peu plus rapide. On voit ici une vitesse compatible jusqu'à 10 Go secondes, alors que si je prends par exemple un disque dur branché sur un autre USB 3, on va voir qu'on est jusqu'à 5 Go secondes. Donc l'USB 3.1 permet de doubler la bande passante, potentielle évidemment, et ça donne du coup un peu plus de place à un disque SSD pour s'exprimer, un peu plus de bande passante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en permanence un disque, formaté Mac évidemment, qui peut lui aussi contenir des applications. Et donc par exemple, puisque je sais qu'avec mon Fusion Drive 120 Go ne serait pas nécessaire, ben j'ai mis plein de trucs sur un dossier application dans mon disque dur externe, et le Mac lui s'en fout que les applications soient lancées sur le disque du système ou ailleurs. C'est un peu l'avantage sur Mac, c'est que quand vous les installez, en gros il suffit de les déposer quelque part, même pas forcément dans l'application, et ça marche. Donc par exemple, ici Blender, Affinity, Luminar, VLC, voilà, Excel, Word, tous ces trucs là sont en réalité Spotify sont en réalité sur le SSD externe, et vous voyez que ça démarre, ça va vraiment au quart de tour, hein. On va les refermer. Alors je vais pas fermer QuickTime parce que je suis en train d'enregistrer, ce serait pas malin. VLC, voilà, et Spotify. Regardez par exemple Spotify, je clique, boum, voilà, il est parti tout de suite. Donc c'est pas une grosse application Spotify, mais Affinity Photo ou Luminar qui sont un peu plus conséquents. Regardez Affinity Photo, c'est pas le Fusion Drive, donc c'est pas du PCI Express, c'est un SSD, donc ça veut dire que je suis à 500-600 mégasecondes, alors que l'iMac lui il est capable de monter en lecture à 1,5 Go, 2 gigasecondes, tout ça passe par une interface PCI Express et non pas SATA, mais c'est quand même très très performant, et c'est mieux en tout cas que de blinder votre Fusion Drive et de prendre le risque de, au final, faire tourner certains trucs sur un disque à plateau mécanique. Alors ça, c'est vraiment, il faut arrêter. Mais bon, puisque c'est compliqué, c'est même impossible à mettre à jour sur un iMac. En tout cas, c'est très difficile, il faut l'ouvrir. Et enfin bref, c'est pas prévu pour quoi. Il y a des mecs qui l'ont fait, c'est possible, mais vous le ferez pas vous-même. Déjà, vous allez ruiner votre garantie. Et si vous voulez le faire au moment de l'achat, eh bien, on a vu que c'est une option à 240 € sur un ordi qui est déjà à 2600 de base. Donc, moi, je trouve que c'est du vol. C'est comme acheter de la RAM chez Apple d'origine. Sauf que, bon, au moins, la RAM, vous pouvez la rajouter vous-même. Le SSD, une fois qu'il a été configuré avec un Fusion Drive, ben, c'est fini, quoi. Mais bon, grâce au Thunderbolt 3 et surtout à l'USB 3 et 3.1, vous pouvez au moins rajouter un SSD externe de la taille qui vous convient et quand vous voulez. Ça, par exemple, pour information, c'est un Samsung T5. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc le Samsung T5, c'est je sais pas si je vais mettre voilà, c'est ce truc-là. On est sur Amazon. Donc il est livré avec un USB type C côté disque dur et un USB type A ou type C côté machine. Donc suivant ce que vous avez sur votre machine, vous pourrez vous brancher sans problème. Donc si vous avez un iMac par exemple ou un MacBook Pro qui est doté du Thunderbolt 3 avec donc forcément une interface USB type C, il ne faut pas confondre l'interface, c'est-à-dire le connecteur et la technologie qui est derrière. Ça reste un disque dur USB 3 et pas Thunderbolt, mais le fait de passer par du USB 3.1, donc c'est le connecteur qui est côté RJ45 sur l'iMac ou les connecteurs de gauche sur le MacBook Pro, ça vous permet d'avoir les meilleurs débits possibles. On va par exemple prendre le speed test, on va aller choisir, pas screenshot, non, on va aller choisir un target drive qui est donc en ce qui me concerne H, et on va lui dire de faire un test. Et bien, vous voyez que c'est pas évidemment à la hauteur d'un PCI Express, enfin du SSD qui est inclus avec le Fusion Drive, mais c'est quand même 500 mégasecondes, là où si on était sur un disque mécanique, on serait à 100 mégasecondes, ce qui serait évidemment très lent, donc à éviter pour les applications et pour la réactivité du système. Donc en gros c'est une solution de repli, ça coûte moins cher que d'aller chez Apple faire ça va pas aller aussi vite que le vrai SSD d'Apple qui sera un PCI Express, mais par rapport à ce que ça coûte, vous pouvez vous payer du coup un disque dur externe qui peut donc stocker vos applications, mais peut évidemment stocker d'autres fichiers. Donc moi j'ai préféré le faire comme ça, c'est moins contraignant et du coup je peux partager ce disque entre plusieurs machines, PC ou Mac d'ailleurs. Et même d'ailleurs, si j'avais alors j'ai pas un portable Apple parce que j'estime vraiment que c'est du vol les MacBook Pro, mais si vous avez un workflow, voilà, un flux iMac dans le bureau et MacBook Pro ou MacBook en voyage, vous pourriez même d'ailleurs avoir vos applications installées sur ce truc en externe, comme moi ici dans mon dossier applications, et partager du coup les applications installées sur deux systèmes à la fois. Sachant que les applications, leurs préférences et tout ce qui concerne leur réglage, ça ne se met pas dans l'application, ça se met dans un dossier bibliothèque avec le profil utilisateur. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Moi je pourrais très bien lancer ces applications sur un autre Mac, à partir du moment où les préférences ont été réglées, que le logiciel a été activé, niveau licence et tout, enfin une fois que tout ça c'est réglé, le fait que l'application soit lancée depuis un disque dur externe ne pose absolument aucun problème. Donc ça, pour le coup, c'est assez pratique. Sur Windows, on pourrait faire ça, mais ça demanderait un tout petit peu de bricolage, puisqu'il y a quand même quelques applications qui, des fois, enregistrent des trucs dans leur dossier d'application, et non pas sur le répertoire utilisateur, ce qui est normalement on va dire, la bonne discipline à avoir pour les éditeurs de logiciels. Mais bon, ça c'est un autre sujet, j'espère que vous avez appris des trucs. Il ne s'agit pas de débattre sur est-ce que Apple est mesquin ou pas, est-ce que c'est bien d'avoir un Mac, encore une fois la guéguerre je m'en tape, mais pour ceux qui ont besoin d'un Mac pour leurs raisons et qui veulent se dépatouiller avec Fusion Drive, savoir comment les trucs sont installés, est-ce qu'ils ont des trucs qui traînent sur la SSD ou la HDD, ben voilà, vous avez une méthode, et au passage je vous donne une solution pour, maintenant que j'ai un Fusion Drive et que je peux pas faire évoluer ma machine vers un SSD, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire? Ben voilà, je vous ai donné une des solutions. Je vous donnerai peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais je vous donnerai vraiment la recette de cuisine, à savoir déplacer ces applications, faire des liens symboliques pour éventuellement faire croire aux applications qu'elles sont installées sur Macintosh HD alors qu'en réalité elles sont installées dans un disque dur externe. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas eu besoin de beaucoup chercher, j'ai juste déplacé mes applications dans un dossier applications sur le disque externe, je les ai lancées, puis boum, voilà. Le seul qui a pas voulu, qui m'a donné un peu de fil à retordre et qui n'a pas voulu se laisser faire, c'est Parallel. Parallel, même si je déplace l'application, enfin cette application dans un disque dur externe, dès que je vais la relancer, il va se remettre dans le dossier application de Macintosh HD. Il veut vraiment pas se lancer depuis autre chose que le disque du Macintosh HD, le disque du système. Donc disque dur externe, il veut pas savoir. Il se lance, il va pas cracher, mais il va dire tiens, il fait comme s'il avait jamais été installé et il se remet sur Macintosh HD. Donc il y a peut-être des applications que vous utilisez que moi j'utilise pas, et donc je peux pas vous promettre que ça va marcher à tous les coups, mais j'ai pas, en ce qui me concerne, rencontré de crash, et j'ai laissé du coup tout le Creative Cloud sur mon Fusion Drive, puisqu'on a vu qu'il était quand même plus rapide, et après avoir fait des tests et surtout après m'être assuré que j'avais pas dépassé les 120 Go, je suis sûr et certain que maintenant tout ce que je fais en ce moment sur mon système se fait bien sur le SSD du Fusion Drive et non pas sur la partie mécanique du Fusion Drive. Voilà ce qu'on pouvait dire, j'espère que ça vous sera utile, que ça démystifie un petit peu le Fusion Drive et que ça vous permet éventuellement d'optimiser un peu mieux votre machine pour gagner un peu de vitesse si jamais vous êtes bloqué avec le Fusion Drive avec un truc qui gratte un peu, que ça vous aidera à comprendre comment ça marche. Si vous voulez en savoir plus,
sur des astuces de ce type, sur macOS, sur optimiser un petit peu ces machines, quitte à aller un petit peu dans le terminal aussi, parce que vous avez vu qu'il y a plein d'outils qui sont quand même assez puissants dans le terminal avec macOS. N'hésitez pas à me le faire savoir, c'est un peu nouveau pour moi. Évidemment, mon truc, ce sont les tutos sur les logiciels de retouche photo, mais pour bien travailler, j'hésite pas non plus à optimiser mon système. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto. Salut.